sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un café juridique, un café juridique autour d'une thématique, en l'occurrence, comment assurer la négociation dans le respect de l'éthique, ou alors comment assurer une négociation dans le respect de l'éthique. Alors, sûrement vous allez me poser la question de savoir pourquoi un café juridique autour de ce thème-là. Tout simplement parce que les contrats font partie, sont des actes communs de la vie des affaires. Ça signifie quoi? Qu'il s'agisse des TPE, c'est-à-dire très petites entreprises, ou alors des très petites industries, des petites et moyennes entreprises, ou alors des petites et moyennes industries, des grandes entreprises, ou même des multinationales, et même des particuliers, des acteurs du secteur public, ou même des acteurs du secteur privé, tout ce bon monde a recours au contrat. Ce sont des actes de la vie quotidienne des affaires. Mais alors, comment assurer la négociation des contrats dans le respect de l'éthique? Comment assurer la négociation des contrats de manière satisfaisante dans un contexte marqué par les incertitudes, dans un contexte marqué par par des antagonismes exacerbés? Puisque, comme on le sait, en raison des crises multiformes, il y a des espèces de crispations qui naissent souvent et qui rendent difficiles les négociations, que ce soit dans le cadre commercial ou même dans le cadre de la résolution d'un litige ou d'un contentieux. C'est à ces préoccupations que nous souhaitons apporter donc des éléments de réponse, des éléments de réponse à travers l'éclairage de Mathieu Langlois et de Frédéric Fougera, réunis dans le panel de cette rencontre. Bonsoir Mathieu, Bonjour, bonsoir Frédéric. bonsoir Yvan, bonsoir à toutes et à tous. Merci. Et encore une fois, merci à vous d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour intégrer le panel de cette rencontre. Et avec votre permission, nous allons embrayer sans plus tarder avec la première préoccupation. S'il fallait débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Frédéric Fougera, qui est Mathieu Langlois? Mathieu, à vous l'honneur. Ah non, non, bah non, on a dit Frédéric d'abord. Eh bien, donc, je suis Frédéric Fougera, j'ai 56 ans, je suis président d'une agence de communication de crise qui se nomme Tankan Paris, qui a été créée en fin 2002. Et j'ai un parcours assez simple de communicant. D'abord, je suis autodidacte, ce qui, comme son nom l'indique, veut dire que je n'ai aucun diplôme, que j'ai appris en faisant. Et j'ai pendant 37 ans dirigé des services de communication, d'abord dans le monde du public et puis ces 20 dernières années dans le monde du secteur privé, dans des grands groupes internationaux cotés SBF 120 ou des LBO. Voilà le résumé de mon parcours. Donc je suis là en tant que communicant, donc peut-être en rôle secondaire par rapport à Mathieu sur la question des négociations et sur l'éthique, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de RSE. Mais voilà, je suis avant tout un communicant, ma compétence est là et elle est pas ailleurs. Ok, d'accord. Ben, Merci, c'est noté Frédéric. Et maintenant Mathieu. en fait, ça va être assez complémentaire parce que pour moi, il n'y a pas du tout de différence entre guillemets, mais sauf que moi je suis pas du tout un communicant. Et donc, je pense qu'avec Frédéric, on sera assez complémentaires. Alors, et évidemment, je connais la communication, mais plus de l'intérieur de la crise, c'est-à-dire la communication entre les opérationnels et un petit peu moins la communication avec l'extérieur, ce qui, à mon avis, est quand même beaucoup plus ton sujet. Moi, je suis médecin, mais avec un parcours quand même un petit peu particulier. Ce qui me donne l'honneur d'être là, c'est j'ai passé 14 ans au RAID, qui est par définition une unité constituée pour justement gérer des crises. Et en plus de cette expérience au RAID, j'ai mon regard et mon parcours de médecin, je suis anesthésiste réanimateur. Et là aussi, on est en permanence je ne vais pas dire du tout dans la gestion de crise, mais en tout cas dans une forme de négociation, ou en tout cas d'une relation sur des moments souvent difficiles, en particulier en anesthésie réa, avec les familles, avec l'équipe qui nous entoure. On gère beaucoup d'émotions, Ok. on gère la mort, on gère la maladie grave, les blessés graves. Et donc, il y a aussi une approche évidemment de communication, mais
plus sur une version très opérationnelle. Et donc c'est un peu ces deux, une double culture médicale et de gestion de crise qui m'anime, et c'est ça que je veux partager avec Frédéric et avec vous. Merci Mathieu, merci à tous les deux pour ces éléments de réponse et nous poursuivons notre entretien avec la préoccupation suivante. Du point de vue juridique, la négociation se définit comme toute forme de communication, directe ou indirecte, en vertu de laquelle les parties qui ont des intérêts opposés discutent des mesures qu'elles pourraient prendre ensemble pour gérer et éventuellement résoudre le différend qui les oppose. La négociation ainsi définie revêt un caractère ambivalent. Partagez-vous ce point de vue? Euh, mais en fait, je vais commencer, puis après Frédéric complétera, parce que je pense que ce sera plus logique, parce que pour moi, dans ce que je connais de la négociation, j'ai parlé de la négociation aussi bien dans mon cadre d'activité médicale qu'au RAID. La communication est juste l'expression ou un outil, entre guillemets, de la négociation. Et la négociation, c'est plus arriver à atteindre un objectif stratégique en utilisant tout un tas d'outils dans lequel, évidemment, il peut y avoir tout ce qui va être de l'écoute, tout ce qui est de l'empathie, tout ce qui va permettre justement d'ensuite pouvoir emmener l'autre vers l'objectif qu'on a fixé. Mais pour moi, c'est vraiment la négo, je vois ça sous un angle vraiment opérationnel et pas uniquement sous l'angle de la communication. D'accord. Euh, merci Mathieu. Nous passons la parole à Frédéric. Alors, en fait, la thématique d'aujourd'hui, la façon dont elle est introduite, me fait réaliser ce que je n'avais jamais réalisé, c'est que négociation et communication sont pratiquement des synonymes. Alors avec la nuance que Mathieu vient d'évoquer, mais il est vrai que c'est quelque part un peu la même démarche, même s'il n'y a pas forcément toujours la même attention ou la même recherche finale. Par rapport à la définition juridique, on est plutôt dans une définition de la négociation qui est celle de la négociation du contrat, celle par laquelle on va marquer et signer à plusieurs parties un contrat et qui va être l'obtention d'un accord commun. Tout à fait. Effectivement, comme le dit Mathieu, la négociation, elle peut se concevoir de cette façon. Et peut-être que dans ce type de négociation, d'ailleurs, la communication a une part assez faible, puisqu'il s'agit de trouver des accords communs, il s'agit de trouver un terrain d'entente. Ça peut passer par une forme d'empathie, par de la psychologie, par de la recherche de la compréhension des autres parties prenantes pour arriver à faire un pas vers elles ou pour les amener à faire un pas vers soi. Dans ce sens-là, il y a de la communication et de la négociation, mais dans la négociation contractuelle, on est vraiment plutôt dans la rédaction juridique, même s'il y a cette aussi dimension communicationnelle. Dans d'autres formes de négociation, les plus fortes en émotion par rapport à ce que vient d'exprimer Mathieu et son expérience, dans des situations, je dirais pas plus légères, mais peut-être moins engageantes, avec moins d'enjeux humains dans le cas de différentes crises. On pourrait citer plein d'exemples. Là, il y a une forte dimension de la communication et de l'empathie, puisqu'il faut arriver pour communiquer à avoir un sens de l'écoute, avoir un sens de l'observation, avoir aussi un sens politique pour savoir évoluer dans des relations formelles ou informelles, pour arriver à soit à établir, soit à maintenir un échange, un dialogue qu'on appelle finalement la communication. Mais derrière le mot négociation, en fait, il y a tous ces efforts de communication. Mais pour que je comprenne bien, c'est-à-dire que pour moi, la négociation, et peu importe l'intensité, c'est réellement d'arriver à emmener le groupe, l'interlocuteur qui vous voulez, ou la personne avec qui vous êtes en contrat, vers un objectif qui est partagé. Alors après, on peut rediscuter cette notion de partage. Et nous, en tout cas, au RAID, la manière
on négociait, et encore une fois, la négociation, ce n'est qu'un outil de la gestion de crise, mais la manière dont on négociait, c'était toujours par palier. On utilisait des paliers qui commençaient par d'abord affirmer une légitimité, et en médecine, c'est exactement, on retrouve exactement la même chose. Première étape, c'est on affirme on montre une légitimité. Ensuite, il y a une phase d'écoute, tu as dit qui est de l'empathie, mais une phase d'écoute. Et après, il y a un travail d'influence pour aller vers l'objectif. Mais encore une fois, au RAID, clairement, l'objectif, il était fixe. C'était pas une variable. On n'était pas là pour écouter, entre guillemets, les doléances de l'interlocuteur ou du forcené. Clairement, on savait quel était l'objectif. C'est ensuite comment on allait arriver à cet objectif qui faisait appel à la communication et à la négociation. Ok, merci à tous les deux pour ces éléments de réponse. Pour résumer un peu ce que vous venez de nous dire, on a le sentiment que Frédéric est plus sur la définition juridique de la négociation, qui est l'ensemble des mesures ou alors des attitudes à développer pour parvenir à un accord, de manière à pouvoir sceller un contrat ou une transaction. Est-ce que c'est bien ça, Frédéric, s'il vous plaît? Allô? Quand on parle de négociation juridique et donc dans le cadre d'une activité d'entreprise, c'est peut-être une solution pour effectivement cherche encore gagnant-gagnant pour les parties. Alors, et Mathieu me corrigera si c'est pas ça, je comprends davantage que la négociation dans une situation de crise comme peut avoir à gérer le RAID, on est plutôt dans la recherche d'une solution et non pas d'un accord entre les deux parties. Tout à fait. Donc ça passe quelque part par un accord entre deux parties, mais c'est quand même la recherche d'une solution parce qu'il faut s'en sortir. Ah mais on n'a pas d'autre choix. Après, que ce soit gagnant, le but de la négo, c'est justement que ce soit gagnant-gagnant. Et si on est très, si je suis très franc, c'est pour surtout éviter d'avoir à utiliser la force. Mais pour nous, il n'y a pas de négociation sans. On a toujours deux mains entre guillemets. Il y a une main qui est de l'écoute, de l'empathie, et l'autre main qui est justement cette capacité à agir et à être déterminé. Et, on peut même appeler ça une main forte, mais et on est efficace. En tout cas, moi, c'est ma connaissance de la négociation, et pas uniquement au RAID, aussi en médecine. C'est quand on a justement une capacité à utiliser avec un vrai équilibre ces deux mains-là. Et je pense, alors je suis pas un juriste, mais je pense que dans l'entreprise, quand on parle de négociation, c'est d'abord qu'on n'est pas sur quelque chose qui est assuré, que la question, le thème de notre rencontre, c'est assurer. Moi, je suis pas sûr que ce soit le mot qui soit le plus choisi à ce que j'entends, moi, par négociation. Négociation, ça veut dire qu'il y a des doutes, qu'au départ, il y a éventuellement des conflits, et qu'on veut aller vers une solution qui convient à tout le monde. Enfin, si c'est ce que Frédéric a expliqué et ce que j'en comprends. D'accord, bien reçu, c'est noté. Donc, nous, ce que nous retenons sur cette deuxième préoccupation que nous venons d'évoquer, sauf erreur de ma part, vous êtes bien d'accord avec la définition qui a été donnée. C'est-à-dire que la négociation a une valeur ambivalente. C'est-à-dire, elle sert dans le cadre d'un accord pour parvenir à un accord, elle sert pour résoudre un litige ou alors une opposition. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, s'il vous plaît? Oui, voilà. Tout à fait. Donc, ce que nous retenons, c'est que vous êtes d'accord, vous partagez le point de vue, vous êtes d'accord avec cette définition de la négociation. Donc, c'est un instrument pour réussir les négociations commerciales, parvenir à des accords commerciaux, mais c'est également un outil qui permet de résoudre des litiges. Et désamorcer, tu peux utiliser ce qui est dans le monde de l'entreprise aussi assez courant, c'est pour désamorcer des solutions, des conflits ou des situations. Désamorcer ou éviter. Ouais, en tout cas des situations où il y a une violence. Alors après, on la met à tous les niveaux, mais là, on comprend tous que peut être l'intérêt de la négociation. Tout à fait.
Merci. Et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. Au cours des 20 dernières années, la négociation commerciale est devenue une préoccupation majeure en milieu professionnel, notamment en raison du fait que salariés, cadres, managers et dirigeants sont amenés à négocier à un moment donné ou à un autre pour un délai, pour un budget, pour une hausse de rémunération ou autre. Quel est votre point de vue à ce sujet? J'ai pas le sentiment qu'il y ait forcément une évolution particulière ces 20 dernières années. Il y a toujours eu à négocier des budgets, à négocier des positions, à négocier, renégocier son salaire. Donc je suis pas, enfin je suis pas certain qu'on puisse dire qu'il y a réellement eu une évolution. L'évolution peut-être notoire, c'est que avec la capacité à davantage s'informer, à davantage s'informer et se former, il est vrai que chacun est peut-être plus aguerri à cette question de négociation. Ça ne fait pas de chacun un négociateur professionnel, mais ça donne peut-être davantage d'armes pour pouvoir affronter ou se préparer en tout cas à une négociation. Mais je pense que de tout temps, il a fallu se battre et s'entendre pour arriver à des solutions à partir du moment où on est un collectif. À partir du moment où on est deux et qu'il y a un enjeu, eh ben, il faut commencer par échanger, à communiquer et donc certainement à négocier. Ça a dû commencer quand il y en avait un qui avait le feu et pas l'autre et que les deux avaient envie de se réchauffer ou de faire cuire de la viande. Voilà, je pense que ça remonte à la nuit des temps. La négociation n'est pas propre à notre ère moderne, mais peut-être qu'on est davantage armé. Peut-être aussi y a-t-il davantage de pression aujourd'hui dans la vie notamment professionnelle qui fait qu'il y a de plus en plus besoin d'interagir avec les autres. Et plus il y a d'interaction, peut-être plus il y a de situations de négociation qui se présentent à soi. Merci, merci Frédéric. Mais moi, je suis vraiment d'accord avec Frédéric et je mettrais tout, c'est-à-dire que même dans l'univers personnel, avec nos enfants ou nos parents quand on était enfant, on était dans la négociation permanente. Alors c'est vrai qu'on est passé d'un modèle où il y avait beaucoup moins d'interaction et surtout probablement beaucoup plus de verticalité. Alors c'est vrai dans la sphère privée, mais c'est aussi vrai dans l'entreprise. Et on le voit à l'actualité. L'actualité récente en France montre bien qu'on est en négociation tous les jours. Je ferai absolument pas de politique, donc je donnerai pas mon avis sur ce qui se passe, mais on voit bien que c'est de la négociation. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'ai pas de conseils à donner, mais je pense que je vous parlais des paliers de la légitimité, de l'écoute, de l'influence et de l'objectif, et d'un objectif partagé. Je suis pas sûr que voilà tous ces paliers ont été respectés des deux côtés. Hein. Et en fait, une mauvaise négociation, c'est quand malheureusement c'est souvent les deux parties prenantes qui ne respectent pas les différentes étapes de cette démarche. Et en particulier tout ce qui demande un temps d'écoute et un temps de partage d'objectifs. Encore une fois, partager un objectif, ça ne veut pas dire que c'est l'autre qui va imposer son objectif. Mais on le voit bien en médecine. En médecine, c'est pas le patient, c'est pas la famille du patient qui va décider quel est le bon traitement. Mais c'est maintenant impossible d'avoir une relation correcte patient-médecin sans les faire rentrer dans votre équipe pour les emmener vers l'objectif qui est de tel ou tel traitement ou telle opération, en leur montrant que c'est pas une négociation sur des outils, c'est une négociation sur le sens humain et sur la valeur de ce qu'on va leur proposer. Et dans les relations en entreprise, dans les relations interprofessionnelles, je pense que c'est souvent entre une bonne et une mauvaise négociation, ce qui fait un peu la différence, mais Frédéric connaît ça mieux que moi. Je voudrais me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, notamment parce que quand il faisait référence à la dimension éventuellement personnelle et je dirais familiale, peut-être que ce qui a évolué ces dernières années, quelque part malheureusement, c'est peut-être d'une façon générale dans nos sociétés une perte de plus en plus présente de l'autorité. Et avec cette perte de l'autorité,
ça impose à être davantage dans la négociation. C'est le cas de l'autorité parentale, mais c'est aussi la remise en cause du sachant, du scientifique, la remise en cause de l'institution, du magistrat, du policier. Et avant, là où il y avait des gens qui avaient une autorité et qui, quelque part, imposaient un point de vue parce qu'il n'y avait pas à négocier, aujourd'hui, on est peut-être davantage dans la négociation, dans la famille, dans la rue ou à l'hôpital. Mais t'as tout dit, c'est-à-dire que la bonne autorité, elle ne s'impose pas. Et ça, c'est ce qu'on a perdu. C'est-à-dire, c'est la vraie autorité, c'est pas celle qui verticalise, qui s'ordonne et qui s'impose finalement. Et ça, oui, on sait plus le faire. Quand je vous parlais des deux mains et qui sont à un même niveau d'équilibre, faut surtout pas oublier la main empathique. L'attitude du leader qui négocie correctement, finalement, c'est celui qui arrive à emmener l'autre vers l'objectif sans avoir besoin de verticaliser, de donner des ordres brutaux. Et pour moi, la bonne autorité, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais la bonne autorité, c'est sûrement pas celle qui s'impose par tous les artifices qu'on entend souvent dans l'autoritarisme. Voilà. Et ça, pour moi, j'y crois pas. J'y crois. La détermination, oui, la force, oui, mais l'autorité telle qu'on l'imagine, voilà, les parents, on n'a pas, enfin, c'est fini l'époque où pour faire comprendre à un enfant qui doit manger sa soupe, qui devait lui mettre des claques. Ok. Merci encore à tous les deux pour ces éléments de réponse à cette troisième préoccupation. Nous allons embrayer avec la préoccupation suivante. Pour réussir une négociation, plusieurs techniques, parmi lesquelles celles-ci dessous, sont souvent mentionnées. Premier point, soigner la préparation de son entretien. Deuxième point, proposer une offre qui vous avantage dès le début. Troisième point, ne pas céder à une demande de concession. Quatrième point, inverser les rôles pour mieux négocier. Cinquième point, mettre en pause un point de désaccord. Sixième point, ne pas perdre le temps avec des personnes qui cherchent à vous pousser vers un dialogue de sourds. Et enfin, septième point, conclure avec un contrat ou un devis écrit et signé. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, on peut passer ces points en revue l'un après l'autre si c'est la formule qui vous convient. Ça sera peut-être plus simple, oui. Voilà, donc premier point, soigner la préparation de son entretien. Bah là, on ne peut être que d'accord. On ne peut pas se présenter à une négociation en improvisant. Donc parfois, une situation de crise imprévue qui relève d'une urgence et d'une vraie urgence, méfions-nous avec le mot urgence, peut-être n'étant pas préparé d'ailleurs au sujet de la crise, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas préparé à la façon dont on doit négocier, dont il faut se comporter, aux différentes techniques. Mais évidemment, plus on a préparé, plus on a travaillé, plus on est formé à la négociation, mieux ce sera. Donc celui qui se pointe pour négocier, pour une négociation comme un touriste, sans y être formé, sans y être préparé, sans connaître le sujet, ne risque pas d'être le bon négociateur final et ne risque pas de conclure à la signature du contrat qui était le dernier point. Merci Frédéric. Mathieu? Moi, je dirais juste un mot, c'est confiance en soi. S'il y avait quelque chose à préparer, ce serait vraiment d'arriver avec une vraie confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des doutes, mais on doit avoir l'attitude, et dans l'attitude, il y a tout, et avoir vraiment l'attitude de quelqu'un qui a confiance en soi pour arriver sur une négociation. D'accord, c'est bien noté. Donc sur ce premier point, ce que nous retenons de vos éléments de réponse, c'est que c'est indéniable. Il faut nécessairement soigner la préparation de son entretien dans le cadre d'une négociation. Et en même temps, vous relevez que c'est important d'entrer dans une négociation avec un bon capital de confiance en soi. Parce que ça permet peut-être de mettre davantage de chances de son côté. On va embrayer avec le deuxième point. Proposer une offre qui vous avantage dès le début. Alors là, je pense que je me permets de commencer. Je pense que là, on est vraiment dans la situation commerciale et peut-être que ça ne s'applique pas, ou en tout cas, ma réponse ne s'appliquera pas à tous les types de négociations. Et donc, je serais intéressé d'avoir la position de Mathieu sur ses propres expériences.
par exemple, dans une négociation commerciale, il est vrai, sans forcément être dans le fait d'avoir une offre tout de suite qui soit avantageuse, mais c'est vrai que la première offre qui va se présenter va quelque part être une référence, et ensuite la négociation va tourner autour de l'ancrage de cette offre. Donc si j'ai quelque chose à vendre et que ce quelque chose vaut 100, si je propose tout de suite de le vendre 120, on va tourner autour de 120. Si je propose de vendre à 80, alors on va tourner autour de 80, et certainement que je n'atteindrai jamais mes 100, alors qu'avec 120, en ayant négocié, et en ayant un peu baissé mon prix, finalement j'arriverai au prix que je voulais obtenir. Ça, c'est une technique qui va être valable dans la négociation commerciale, elle va pas forcément être valable dans toutes les négociations, notamment quand ça ne relève que d'une relation psychologique, quoi. Tout à fait. Merci Frédéric et Mathieu. Alors moi, je suis, enfin, j'irais à l'inverse. Je dirais que de toute façon, plus on part sur une négociation difficile, moins il faut bomber le torse et faire preuve au contraire d'humilité et surtout pas arriver avec ses armes mises en valeur ou mises en avant. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on sait qu'on va aller sur, au début, une négociation peut-être un peu conflictuelle. J'avancerai sûrement pas mes atouts en premier. Au contraire, au début, je continuerai à travailler par palier pour créer de la confiance mutuelle, pour travailler sur l'écoute et ensuite, après, j'affirmerai et là, je mettrai en avant mes outils, mais je commencerai pas par ça. Ça donne plutôt l'impression qu'on bombe le torse et c'est à mon avis, en tout cas sur ce que je connais, souvent très préjudiciable pour une bonne négociation. Bon, merci. Ce que nous retenons, Je voudrais pas rajouter, je voudrais poursuivre. Mais t'as pas dit le contraire, hein? Non, mais je vais pas contredire non plus. Non, mais je n'ai pas dit ça pour m'opposer à toi, hein. Mais oui, non, mais je n'ai pas entendu d'opposition. J'ai juste, moi, été incomplet dans mon introduction. Et je pense qu'on ne peut pas aborder la négociation sous l'angle qui est posé là. De la même façon, si les deux parties qui négocient ont un poids égal dans la négociation, ou s'il y a une partie qui est beaucoup plus forte que l'autre. Si je viens négocier mais que je suis beaucoup plus fort que la partie qui est en face de moi, mon attitude ne va pas être la même que si on est de puissance égale ou de relation égale, ou si à l'inverse, je suis faible par rapport à la personne qui est en face de moi. Donc il y a aussi cette dimension dont il va falloir tenir compte et qui va peut-être définir des stratégies et des attitudes et des postures différentes. tout à fait. Merci encore à tous les deux pour vos éléments de réponse. Ce que nous retenons des éléments que vous venez de partager avec nous, c'est que ce deuxième point, proposer une offre qui vous avantage dès le début, est beaucoup plus adapté dans le cadre d'une négociation commerciale, mais n'est pas forcément adapté, par exemple, dans le cadre d'une négociation d'un contrat véritablement juridique entre deux structures, deux entités, dans le cadre pour une collaboration ou pour un partenariat. Dans le même ordre d'idée, ce deuxième point n'est pas forcément adapté dans le cadre d'une négociation en vue de la résolution d'un conflit ou alors pour désamorcer une crise. Ça, c'est sûr. C'est ce que nous retenons de vos éléments de réponse, en fait. Très bien. Donc, nous poursuivons avec le troisième point, ne pas céder à une demande de concession. Ça, c'est le troisième point. On est dans la rubrique pour réussir une négociation, plusieurs techniques, et on passe en revue les différentes techniques. Là, c'est la troisième technique, ne pas céder à une demande de concession. Quel est votre avis à ce sujet? Qu'en pensez-vous? Moi, je vais être très rapide parce que là, je pense que ça concerne vraiment plus une négociation dans le cadre de marché ou de choses comme ça. Moi, dans les négociations que je connais, c'est-à-dire dans le milieu médical ou au RAID, c'est-à-dire vraiment la négociation de crise, clairement, non, on n'est pas là pour faire des concessions. On est là pour apporter des solutions et aller vers un objectif, encore une fois, qu'on connaît quasiment de façon certaine à l'avance.
après, c'est dans l'attitude il va falloir être très prudent. Mais prudent, ça veut pas dire faire marche arrière ou ça veut pas dire faire des cadeaux ou quoi que ce soit. Ça c'est à chaque fois sur ce que c'est. Enfin, de toute façon, c'est impossible pour nous, en tout cas pour le RAID. Et en milieu médical, si un médecin commence à faire ça, de toute façon, ça se retournera contre lui. Merci Mathieu. Frédéric? Alors, en fait, ma réponse va être complémentaire parce que je pense surtout qu'il n'y a pas une réponse à cette question. Il y a vraiment une question de contexte et de situation qui fait qu'on peut avoir des réponses très différentes. On peut faire une fausse concession, c'est-à-dire avoir fait des demandes exagérées pour ensuite montrer à la partie adverse qu'on est prêt à faire des concessions pour ne finalement obtenir que ce que l'on a, ce qu'on imaginait ou ce que l'on souhaitait. Donc ça relève de la tactique. Donc il y a vraiment différentes façons de faire. En communication de crise, souvent il faut accepter de sacrifier quelque chose. Donc est-ce que c'est ça qu'on peut appeler une concession? Et pour obtenir ou préserver l'essentiel, on va accepter de sacrifier quelque chose de secondaire. Donc ce qui va donner un sentiment de concession à la partie adverse et qui va permettre finalement de préserver l'essentiel de notre côté. Donc je pense qu'il y a pas, c'est une technique, mais ce n'est pas la technique, et elle peut s'avérer intéressante dans certaines situations et absolument pas, même pas opportune dans d'autres, dans celles qui ont été évoquées par Mathieu. Voilà, même, le sujet n'a pas vraiment lieu d'être, quoi. Mais pour revenir sur ce qu'a dit Frédéric, parce que la négociation de crise, nous, c'était notre cœur de métier, mais faut faire. Moi, je suis pas négociateur, je suis médecin, mais le fake ou la manipulation ou faire croire que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise. Ça, c'est dans les films. En réalité, on l'utilisait jamais parce qu'on sait que c'est très dangereux. C'est hyper dangereux à utiliser et vaut mieux emmener la personne vers, encore une fois, par des outils dont on a largement parlé, vers une bonne compréhension de l'objectif et de lui donner le sentiment qu'il partage cet objectif plutôt que de lui promettre des trucs qu'on ne tiendra pas, quoi. Alors, je n'ai pas le sentiment que la négociation dans l'entreprise, ce soit du cinéma, mais... j'ai pas dit ça, c'est parce qu'à un moment, t'as dit... Non, mais à un moment, t'as dit que parfois, sur la négociation de crise, on pouvait faire croire que... Et c'est juste pour accentuer un peu ce faire croire que... si c'est sans fondement derrière, moi, ça me paraît, sur de la négociation, ça me paraît dangereux. Non, mais le faire croire n'était pas une idée de tromper l'autre partie, ni d'avancer des choses qu'on n'est pas capable de tenir. Mais c'est plutôt donner le sentiment que une chose est importante, mais que finalement on va être prête à l'abandonner pour en fait ne garantir que le socle que l'on souhaite préserver. C'est dans ce sens-là. Donc la flexibilité, en fait, parce que moi quand j'entends Frédéric, j'ai l'impression qu'il parle plus de flexibilité. De flexibilité. Enfin, mon meilleur propos, si j'ai pas été très clair, ce qui est tout à fait possible, c'est le fait en négociation, notamment en communication de crise et notamment dans la gestion de crise en entreprise, encore une fois, ça s'applique pas à tout. Il faut parfois être capable de sacrifier quelque chose pour préserver autre chose. Quand il s'agit de la vie de deux personnes l'une en face de l'autre, il n'y a pas grand-chose à sacrifier si ce n'est la vie de l'un ou de l'autre. Donc c'est encore, voilà, ça s'applique pas à toutes les situations. Dans une négociation commerciale, dans une négociation où c'est l'image ou la réputation d'une partie qui est en risque, il faut être capable de sacrifier. Parfois, il faut être capable d'aller jusqu'à sacrifier quelque chose et de savoir ce qu'on est prêt à sacrifier et ce que l'on sait ne pas vouloir sacrifier parce que c'est ce que l'on doit préserver à tout prix. Okay. Merci à tous les deux pour vos éléments de réponse sur ce troisième point. Ce que nous retenons sur ce point ou alors sur cette troisième technique, ne pas céder à une demande de concession. Frédéric nous dit qu'en fait, il faut tenir compte du contexte dans lequel on se trouve, dans le cadre de la négociation, pour savoir si on peut aller vers une concession, c'est-à-dire, mais pour reprendre les termes exacts, hein, c'est-à-dire
pouvoir se poser la question de savoir quel est mon objectif final et est-ce que pour atteindre cet objectif final, je serai prêt à sacrifier quelque chose qui a un intérêt secondaire ou alors accessoire par rapport à mon objectif principal Et important pour la partie adverse. et important pour la partie adverse. Euh, donc ça, c'est le point de vue de Frédéric. Le point de vue de Mathieu, et ça, sa réponse, c'est vraiment dans le contexte de la gestion de crise pure, où il y a des manifestations de violence, des atteintes à la vie et autres. Pour lui, la concession n'est pas envisageable dans ce registre-là. Est-ce que c'est bien ça, Mathieu? Et là, ça paraît brutal quand quand tu le résumes, mais c'est plus subtil que ça, une négo. Mais enfin, pour moi, par exemple, si je me mets en tant que médecin sur des situations parfois difficiles ou ce qu'on vit au RAID, c'est pas aussi brutal et c'est encore une fois une question d'attitude. Mais néanmoins, la méthode de la négociation, elle doit être, en tout cas, elle doit être assez déterminée et c'est ce qui finalement va permettre d'amener, en particulier dans des situations difficiles, l'autre à l'accepter. Si on guidonne, si on guidonne trop, l'autre, ça va. Au contraire, c'est vraiment un partage de confiance. Et le guidonnage n'inspire pas confiance. Ok. Voilà, je le résumerai plus comme ça, mais évidemment, il faut nuancer. Le but, c'est pas d'être brutal du tout, au contraire. Et j'ai parlé de l'autorité tout à l'heure, donc je vais pas me contredire. Ok. Et Mathieu, qu'est-ce que tu veux dire par guidonnage? Tu veux dire le fait de slalomer et d'empêcher la personne en face de comprendre où tu veux aller et de la perdre, c'est ça? Ben, Allô? si je me mets sur de la recette médecin, tu veux, Attends, d'approche. moi j'ai pas eu de son, j'ai pas eu de son au début de ma réponse. Moi, pareil, hein. Ah bon, alors, je recommence. Ouais, super. Non, mais si je me Je voulais, rapporte à mon je expérience. voulais la précision de guidonnage pour bien comprendre. Oui, j'ai bien compris ta question sur le guidonnage. Mais le guidonnage, si je me mets en tant que médecin dans une situation, un accident grave, des blessés graves, des choses comme ça, c'est de montrer à l'autre partie qui peut stresser, qui a beaucoup d'émotions, qui comprend peut-être pas du tout la situation de la même manière que nous. Et le but justement de négocier, c'est de lui faire comprendre vers où on va, quel est notre objectif, pourquoi on prend ces décisions, pourquoi on va vers ça. On le voit dans le cadre du terrorisme en particulier avec les blessés. Et là, quand je te disais les deux mains fermes, le guidonnage, c'est de ne pas avoir une main déterminée et forte, mais elle est associée à une main très empathique. Et cette main forte, elle doit être ferme. Et vraiment, plus tu es empathique, plus tu peux être ferme. Et le guidonnage, ça s'oppose un peu à ce sentiment de fermeté, mais ce n'est en rien violent. Okay. Super, merci de cette précision. Merci. Et je note très important, plus on est empathique, plus on peut être ferme. Oui, mais le guidonnage, t'as fait du vélo? Oui. Bon, bah voilà. Il faut tenir le guidon avec la même... Bah, le guidon, si tu fais du VTT et que tu tiens pas ton guidon, bah tu tombes. Merci à tous les deux pour vos éléments de réponse sur cette troisième technique. Et maintenant, nous sommes sur le troisième point, inverser les rôles pour mieux négocier. Je pense qu'en fait, dans ce point, il y a une part de continuité de l'empathie que vous venez tous les deux d'évoquer. C'est-à-dire pouvoir se mettre à la place de l'autre. Mais c'est ce que je comprends. Alors, autant je trouve ça génial pour, par exemple, travailler sur la négociation, sur la forme d'atelier, d'exercice dans l'entreprise. Cette inversion des rôles, elle peut être très intéressante et au contraire, elle est à utiliser. Nous, on l'utilisait dans d'autres domaines, mais ça, j'y crois beaucoup dans la préparation des équipes à la bonne négociation. Après, dans l'opérationnel pur, j'ai envie de dire chacun son métier, chacun son rôle. Et donc là, moi, en tout cas, dans ce que je connais, je vois pas une inversion possible des rôles. On va pas dire à un forcené, ben, tu deviens le négociateur du raid, et le négociateur du raid, tu deviens le forcené.
Mais dans l'entraînement, oui, ça c'est un très bon outil. Ce que je comprenais dans la question d'Yvan, c'était pour reprendre l'image du négociateur du RAID, c'est que le négociateur du RAID, il doit, j'imagine, savoir faire preuve de suffisamment d'empathie pour arriver à se mettre dans la peau de la personne avec laquelle il négocie pour chercher à la comprendre. Et c'est en ça qu'il disait que c'était la suite de ce qu'on venait de se dire. Mais de toute façon, c'est la définition de l'empathie et c'est comme ça qu'on les recrute. C'est comme ça que le recrutement se fait. Mais là, on est dans la définition de ce qui est l'empathie, c'est comprendre qui vous avez en face, ce qu'il peut vivre, quelles sont ses émotions, quelles sont ses craintes, et ça, oui, évidemment. Mais c'est sur le jeu de rôle entre guillemets qui me pose problème. Après, un négociateur qui est pas empathique, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Il faudrait qu'il change de métier. T'as bien, voilà. C'est pour ça que je t'ai laissé le dire. Merci encore à tous les deux pour Non, et avant qu'il change de métier, il faudrait virer celui qui l'a recruté. Ouais, mais là on en a pour des heures, mais je suis d'accord. Pour vos éléments de réponse sur ce quatrième point. Et on poursuit avec le 5e point, mettre en pause un point de désaccord. C'est-à-dire, c'est l'une des 5e techniques dans le cadre pour réussir, qu'on peut appliquer pour réussir une négociation. Mettre en pause un point de désaccord. Qu'en pensez-vous? C'est sortir du conflit, quoi. Oui, enfin, pour certaines personnes, ils parlent souvent de l'évitement. Éviter comment dire ça, d'aborder les questions ou alors les sujets qui fâchent ou qui heurtent les susceptibilités des uns et des autres. Voilà. Je pourrais dire que dans la négociation d'un contrat, où il y a un certain nombre de points à aborder, si on consacre trop de temps et trop vite à un point de désaccord, on risque de créer de la tension, de la méfiance et à créer un climat qui ne va plus être propice à la négociation. Donc si on est d'accord de mettre ce point de côté pour avancer sur tous les autres points et finalement augmenter le niveau relationnel entre les différentes parties, ça permettra peut-être de l'aborder certainement de l'aborder dans de meilleures circonstances. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on arrivera à s'entendre sur un point de désaccord si les parties sont bloquées chacune sur leur position. Mais ça peut permettre de créer un climat plus favorable pour l'aborder ensuite plutôt que de commencer par gérer les désaccords. Tout à fait. Merci Frédéric. Mathieu? Pas mieux. Éviter, non. C'est-à-dire qu'il faut, sur un contrat, si on sait qu'il y a des points, des points conflictuels, il faut être dans l'équilibre. Il faut être entre guillemets une forme d'intelligence situationnelle pour se dire voilà, sur ce point-là ça va être difficile, peut-être que c'est pas le moment, c'est peut-être à un autre moment qu'on pourra le reprendre, et puis après il faut aussi savoir abandonner en cas de conflit, abandonner dans le sens où faut arriver à passer à autre chose et à tourner la page si on est face à une opposition avec il n'y a aucun compromis possible, aucun point d'ancrage qui permet de faire avancer cette question. Parfois, l'intelligence, c'est dire, et alors là, c'est aussi, et Frédéric l'a dit, c'est-à-dire que c'est quel est le rapport hiérarchique entre les deux. Mais de temps en temps, encore une fois, moi, je suis dans un autre domaine de compétences, mais si j'étais dirigeant ou si je devais conseiller un dirigeant, je lui dirais que de temps en temps, ça vaut le coup d'arriver à éteindre un feu, parce que de toute façon, sinon, on va que mettre de l'huile. Merci à tous les deux. Donc, ce que nous retenons de vos différents éléments d'éclairage, pour Frédéric, parfois, il vaut mieux éviter d'évoquer des sujets qui peuvent renforcer l'opposition des parties qui cherchent à parvenir à un accord, au point de détruire toute éventualité du développement d'une relation entre les deux. Est-ce que c'est bien ça, Frédéric? Je n'ai pas dit éviter, j'ai dit en reporter le traitement. D'accord. Plutôt
que de bloquer immédiatement sur des sujets qui fâchent. Autant les reporter et avancer sur les autres sujets pour montrer qu'on est capable de s'entendre, qu'on est capable de négocier, qu'on est capable d'avoir des accords communs sur plein de sujets, et puis garder le sujet ou les sujets compliqués pour plus tard, quand la confiance est installée, quand on est déjà dans un climat d'accord ou de pré-accord global, il restera plus que certains points à aborder. D'accord, merci, c'est bien. Mais ça ne dit pas qu'on réussira à négocier et à s'entendre sur ces points-là s'ils sont particulièrement bloquants. Merci Frédéric, c'est bien noté. Et de l'autre côté, en face, Mathieu, il nous expliquait que, en fait, il n'était pas très d'accord avec l'évitement. Parce qu'en fait, pour lui, l'évitement n'a pas sa place. Parce qu'en fait. Non, mais on a dit Pardon? On a dit la même chose, hein. Oui, en fait, parce que j'étais resté sur il vaut mieux, comment dire ça, par rapport à l'apaisement que vous avez évoqué, il vaut mieux régler un problème plutôt que le mettre en stand-by, quitte à ce qu'il se prospère et revienne de manière brutale après. Moi, c'est ce que j'ai entendu. J'espère que je. Oui, mais c'est ce que Frédéric a dit aussi. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais je le pense totalement. Ouais, ça, tu l'as dit. Parce qu'en fait, en gros, c'est ne pas faire l'autruche. S'il y a des problèmes, il faut pas faire l'autruche comme s'il n'existait pas. Mais en revanche, on peut en décaler le traitement pour essayer de créer un climat plus favorable au moment où il va falloir traiter les sujets compliqués. D'accord, merci. Sixième technique, ne pas perdre de temps avec des personnes qui cherchent à vous pousser vers un dialogue de sourds. Quel est votre point de vue à ce sujet? Là, j'ai envie de dire oui et non. Parce que oui, inutile de perdre du temps, du temps de cerveau comme du temps opérationnel avec des personnes dont on sait qu'aucun accord ne sera possible. Ça, c'est pour le oui. Le non, c'est que on peut se retrouver dans une situation de négociation où on n'a pas le choix de son interlocuteur. Et donc là, on est bien obligé de négocier avec l'interlocuteur qui nous est imposé. D'accord. Merci Frédéric. Mathieu? C'est une très bonne question qui mériterait qu'on en débatte pendant longtemps. Moi, par rapport à mon vécu personnel, ce que j'en sais, c'est que dans les relations difficiles entre individus, il faut faire super attention aux égos. Ils peuvent malheureusement parfois contre les comportements qui, en termes de négo, apportent rien de bon. Et là, par rapport à ta question, qui est est-ce que de temps en temps, il faut savoir, entre guillemets, fuir une relation difficile, je parle d'une relation professionnelle difficile. Moi, là, clairement, ma réponse, elle serait oui. En tout cas, faut surtout pas mettre de l'énergie quand on sent que ce sera de toute façon à pure perte. Et que finalement on n'est plus dans la négociation parce qu'on n'est plus dans l'écoute, on est dans du rapport de force, on est dans la culture de l'ego, on est dans plein de choses qui de toute façon sont néfastes à une bonne négociation. Donc il faut soit arriver ensemble, et encore une fois une négo on est deux, donc au minimum deux, donc soit on remet tout le monde d'équerre et on repart sur des bonnes bases, soit oui il vaut mieux fuir. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Ok. On est d'accord. Mais ça coûte cher, hein. Merci à tous les deux pour vos éléments d'éclairage. Donc, ce qu'on retient sur cette sixième technique ou alors sur ce sixième point, ne pas perdre de temps avec des personnes qui cherchent à vous pousser vers un dialogue de sourds. C'est effectivement quelque chose qui est un exercice auquel il n'est pas utile de se livrer. Parce que ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'énergie et en même temps, vous n'êtes pas sûr de parvenir à trouver finalement un point d'accord. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Merci. Et nous sommes arrivés au septième point maintenant, conclure avec un contrat ou un devis écrit et signé. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre de comment dire ça, de la négociation commerciale pure, hein. Alors on est bien d'accord que quand il y a négociation commerciale, il y a l'objectif d'obtenir une conclusion où chaque partie est supposée être gagnante, même si on travaille pour
pour le fait d'être le gagnant soi-même, mais un bon accord, c'est quand même quand toutes les parties sont gagnantes. Et l'accord, ce n'est pas, ou la négociation, ce n'est pas que la signature finale, ça va être ensuite la vie de cet accord et de cette négociation. Donc oui, ça passe par le fait d'arriver à s'entendre et de l'acter par la signature d'un accord. Ou par des mains serrées, suivant le niveau de l'accord ou suivant la culture de celles et ceux qui passent l'accord. Mais oui, c'est quand même de pouvoir, la bonne négociation. Le résultat de la bonne négociation, c'est évidemment c'est l'entente finale. Ok. Merci Où Frédéric. chacun se sent gagnant quand même. Et je redis, où chacun se sent gagnant et où chacun a intérêt à ce que l'autre se sente gagnant pour la bonne vie de l'accord. Merci Frédéric, c'est bien noté. Mathieu? Alors moi je suis pas habitué aux accords signés, donc je vais dire que ce que je connais, c'est des accords de confiance où il y a un lien de confiance qui en tout cas naît de cette négociation et qui passe par, Frédéric l'a dit, poignée de main. Moi je crois beaucoup au regard, mais enfin, entre guillemets, c'est ce que Frédéric a dit, c'est-à-dire que en tout cas moi dans mon domaine, l'accord signé, je connais pas bien. En revanche, l'accord, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais en tout cas, on a gagné en termes de confiance. Et donc, si on a gagné en termes de confiance, on est automatiquement, comme Frédéric l'a dit, tous gagnants. Ok. Merci à tous les deux. Donc, ce que nous retenons sur ce 7e point, c'est parvenir à un accord, c'est l'idéal. Maintenant, parvenir à un accord, vous ne l'entendez pas de la même manière et c'est normal puisque vous n'êtes pas tous les deux dans le même registre. Enfin, ça c'était vraiment... On l'entend de la même manière, mais il ne se matérialise pas, il ne se concrétise pas de la même façon en fonction des circonstances. Ah, d'accord. On est très complémentaires en fait. D'accord, merci, merci pour la clarification. Là, nous venons de boucler cette 4e préoccupation, parce qu'en fait, c'était une 4e préoccupation, mais avec tout plein, avec 7 démembrements à l'intérieur. Et maintenant, on embraye avec la question suivante. Selon une étude récemment effectuée par le cabinet Venture Advisory, la négociation en cycle de vente court est très prisée en matière commerciale, c'est-à-dire auprès des TPE, TPI, PME, PMI. En 1 ou 2 entretiens qui se déclinent en une négociation entre les parties pour trouver un accord et définir les termes du contrat. D'après vous, quels sont les risques à appréhender dans ce processus et quelles sont les solutions pour les résorber? Autrement dit, peut-être il faut que je reformule pour faire simple pour tous les deux. La négociation en cycle de vente court est très prisée en matière commerciale. C'est-à-dire, ce type de négociation est très prisé par les très petites entreprises, très petites industries, PME et PMI. Et elle permet aux parties de trouver un accord et de définir les termes d'un contrat dans un délai très court. Mais étant donné que tout se passe dans un délai très court, d'après vous, quels sont les risques à appréhender dans ce processus et quelles sont les solutions pour les résorber? Personnellement, j'ai pas vraiment d'expérience ni d'expertise à partager sur ce sujet qui n'est pas le mien. Je comprends juste, enfin, j'imagine juste que le risque peut être celui de ne pas avoir été suffisamment complet ou de ne pas être entré dans trop de détails qui pourraient ensuite se découvrir dans la vie du partenariat et qui peut-être peut créer des tensions. Mais franchement, j'ai les compétences. D'accord. De mon expérience. Ouais, pour répondre, que ce soit pour Frédéric ou moi, il faudrait, c'est vraiment des techniques de vente, et il faudrait avoir cette culture-là, et ni lui ni moi, on l'a. Moi, quand j'entends ce que tu dis, je me dis que moi je travaille beaucoup sur les cycles de la prise de décision sous stress, qui pourraient s'apparenter à ça, qui sont des cycles courts qu'on répète régulièrement. Dont l'objectif c'est aussi d'avoir une vraie méthodologie pour pouvoir valider, que ce soit validé, pour que ça permette justement d'enrichir l'expérience collective et la confiance collective. Donc si c'est quelque chose de fait dans la précipitation, trop vite, mal maîtrisé, sans méthodo,
Allô? Je suis pas vendeur, mais je suis pas pour de l'étude comportementale et collective. Là, oui. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une vraie méthode qui encadre ça. Ok. Merci à tous les deux pour ces éléments de réponse. Et la préoccupation suivante, c'est la négociation en cycle de vente long. En fait, les deux questions 5 et 6, c'était sur les négociations. En 5, c'était la négociation en cycle de vente court. Et en 6, c'est la négociation en cycle de vente long, qui est plébiscitée par les grandes entreprises et les multinationales, qui concerne, qu'on retrouve beaucoup plus dans les grands projets, la mise en place de partenariats, et qui se déroule en plusieurs entretiens avec différents interlocuteurs. Elle nécessite la mobilisation d'équipes et de dirigeants. D'après vous, Mais quels sont les risques à appréhender dans ce processus et quelles sont les solutions pour les résorber? je, alors, en fait, moi, si je fais un parallèle, je reprendrai la crise Covid. D'accord? Et en fait, ce que j'ai vu, parce que alors moi, je l'ai géré plutôt du côté de l'hôpital, mais maintenant, je travaille beaucoup dans l'entreprise et donc on est dans le post-Covid et je vois ce que les entreprises ont vécu, comment elles se sont organisées, comment, voilà, à la fois sur le plan organisationnel, d'adaptation des process, sur le plan humain, évidemment. Et il y a une grosse différence entre les TPE, PME qui sont beaucoup plus agiles, et ça correspond un peu à ton cycle de vente court. Donc elles sont par définition dans l'agilité et la réorganisation permanente, ce qui est évidemment pas le cas des grands groupes qui sont dans une évolution qui est beaucoup plus lente, des process plus lents, donc des techniques de vente, si je comprends bien, qui sont aussi beaucoup plus lents. Voilà, moi je sais qu'en tout cas, si je veux juste répondre, c'est que présente la crise et la négociation, on a déjà défini ce que c'était par rapport à ça. Tout à fait. La crise, elle demande de l'agilité. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, pour moi, c'est sûr et certain. Donc, ça répond en partie à ta question. Ok. Merci Mathieu. Frédéric? Pour rebondir, effectivement, la crise elle demande de l'agilité, elle demande aussi une capacité à décider. Et quand on est dans du temps long et surtout, comme ça a été dit, avec un nombre d'interlocuteurs beaucoup plus important, ça peut affecter la capacité de décider. J'en dirai pas plus parce qu'on est comme la question précédente sur de la relation commerciale qui n'est pas mon domaine d'expertise. Ok. Merci Frédéric. Merci à tous les deux pour vos éléments de réponse. Préoccupation suivante. S'agissant de la négociation, en tant que dispositif de règlement d'un différend, d'après vous, quels sont les risques susceptibles d'entacher ce processus? Donc là, on est vraiment dans la négociation, dans un registre de gestion de crise ou alors de désamorçage, hein. On peut réentendre la question? Oui. S'agissant de la négociation, en tant que dispositif de règlement d'un différend, d'après vous, quels sont les risques susceptibles d'entacher ce processus? Les risques, c'est la mauvaise foi, la malhonnêteté, la parole pas respectée. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi parfois l'ego, un ego mal placé ou trop important peut venir abîmer la négociation. Mais c'est surtout la négociation, c'est une question de relation de confiance. S'il y a des choses qui viennent de trahir cette confiance, c'est le risque. J'y vois un des risques principaux. Merci Frédéric. Mathieu? Moi, je vais être prudent dans ma réponse. Je dirais que c'est surtout comme ça a été dit, c'est-à-dire que la négociation pour désamorcer des conflits, ce qui est sûr, c'est que si c'est la mauvaise personne au mauvais endroit qui négocie, ça va être la catastrophe. Et que la négo, ça doit être juste un outil pour calmer, pour apporter de la confiance, comme c'est utilisé souvent le terme de désamorcer. Désamorcer, ça veut dire ce que ça veut dire. Et souvent, ça veut pas dire mettre le feu. Ouais, non, mais souvent, le problème, c'est que la négo, c'est un rapport de force. Et encore, je prends l'actualité, si on regarde l'actualité là, on est dans le rapport de force. Des deux côtés, hein, et ça, c'est pour moi, c'est pas de la négociation.
De réponse. Et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. Quelles sont les solutions préconisées par vous pour résorber la survenance de ces risques? J'ai pas entendu la fin de la question. Quelles sont les solutions préconisées par vous pour résorber la survenance de ces risques? Bah, à l'inverse, des bonnes personnes au bon endroit. Mais les bonnes personnes, on l'a évoqué dans le cadre de plusieurs réponses aux questions préalables. C'est des personnes qui sont porteuses de confiance, c'est des personnes qui sont préparées, c'est des personnes qui vont être honnêtes, qui vont avoir de l'empathie. Donc c'est les bonnes personnes, on les a décrites au fil de les qualités de la bonne personne, on les a décrites au fil des réponses aux questions précédentes. Okay. Et c'est dangereux. Enfin, ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est que alors moi, je suis peut-être dans un univers très particulier, mais même je pense que dans l'entreprise, si on veut réhumaniser l'entreprise, la négociation, c'est un moment délicat. Ça veut dire que ça peut aller sur du conflit. Au contraire, ça peut apporter des solutions. Et donc, faut pas se planter, faut pas tricher. Faut bien se connaître, pas tricher sur soi-même. Il y a des gens, ils sont faits pour négocier et d'autres pas du tout. C'est l'attitude, comme l'a dit Frédéric, et c'est l'authenticité, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'invente une vie de négociateur, entre guillemets, et qui est pas fait pour ça, il va envoyer tout le monde dans le mur. Okay. En tout cas, c'est ma conviction. Et je rajouterais que bien se connaître, c'est aussi bien connaître l'entreprise, parce qu'il m'est arrivé fréquemment de voir des bons négociateurs, enfin bon, ça va être discutable, conclure une négociation en ayant fait des promesses, très sincères, mais qu'en fait l'entreprise n'était pas prête à accepter. Et donc c'est ça, dans ce sens-là, qu'il faut bien connaître l'entreprise, parce qu'il ne faut pas non plus promettre des choses qui ne seront pas tenables et qui donc vont casser la relation de confiance. Bien connaître l'environnement. Merci à tous les deux. Et la question suivante maintenant, le pre-closing, c'est-à-dire la réunion de toutes les conditions préalables à un consensus, l'argumentaire, le closing, c'est-à-dire la phase de finalisation de la négociation, sont, d'après certains praticiens du droit, sont des étapes qui représentent les 3 étapes comme étant les plus déterminantes de la négociation. C'est-à-dire que je reprenne la question pour qu'elle soit suffisamment claire pour tous les deux, s'il vous plaît. Il y a 3 étapes dans le cadre d'une négociation. Le pré-closing, qui est la réunion de toutes les conditions préalables à un consensus. Ensuite, l'argumentaire. Et enfin, le closing, qui est la phase de finalisation de la négociation. Certains praticiens du droit présentent ces 3 étapes comme étant les plus déterminantes de la négociation. Qu'en pensez-vous? Moi, je connais que des négociations, entre guillemets, où il y a au contraire beaucoup de doutes, d'incertitudes. Sinon, entre guillemets, on serait pas là à négocier. Et qu'il faut l'accepter, cette notion d'incertitude. Et faut pas vouloir, avant de négocier, avoir tout réglé comme s'il y avait 0 risque, 0 doute, 0... donc, ça fait partie de la négociation. Cette part d'imprévisible, pour moi, elle fait partie complète de la négociation. Et le bon négociateur, c'est celui qui sait justement trouver les bons outils, les adapter, comprendre, comme l'a dit Frédéric, tout l'environnement. Et dans cet environnement, et on le sait, on parle du monde VUCA maintenant tout le temps, mais on le sait que l'incertitude, elle est omniprésente. Et il vaut mieux maîtriser cette notion-là plutôt que de vouloir tout le temps dire attends, je n'irai en négociation que quand j'aurai la certitude à 200% que tout se passera bien. Je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est ma réponse. D'accord. Merci, c'est noté, Mathieu. Frédéric? Non, j'ai rien d'utile à rajouter à ce que vient de dire Mathieu. Ok, merci. Et enfin, dernière question, puisque nous sommes parvenus au terme de notre entretien de ce jour. Selon Nicolas Duguay, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la négociation, pour être un bon négociateur, il faut surtout placer en première position
l'intérêt du prospect et ainsi être capable de se mettre dans sa tête pour comprendre ce qu'il souhaite vraiment obtenir, au-delà du meilleur rapport qualité ou prix, qualité-prix. Un bon négociateur peut obtenir un accord sans écraser, sans dominer l'autre, en lui offrant quelque chose qui lui apporte vraiment de la valeur. Un bon négociateur commercial est un professionnel qui sait valoriser son offre et exposer les bénéfices. C'est ce talent qui devrait lui permettre de maintenir ses tarifs. Partagez-vous ce point de vue? Bon, on l'a dit, non? Je pense qu'on a dit empathie, on a dit gagnant-gagnant. En fait, on a fait exprès de mettre la question c'est-à-dire que la dernière question vient assez bien résumer cet échange d'une heure, je trouve. Voilà. Après, attention à la notion de valorisation. Pour moi, elle est un peu délicate, mais on a là encore une fois, c'est-à-dire que ce serait trop long. On l'a dit tout au long de cet entretien, et on était d'accord tous les deux. Donc, je pense que c'est qu'on ne doit pas se planter complètement. Mais sur la valorisation, en particulier si c'est dans de la négo commerciale, alors encore une fois, moi, c'est pas un domaine où je suis à l'aise, mais en tout cas, je me méfierais de ce qu'on entend par valorisation. D'accord. Ok, c'est bien noté. Et là, la boucle est bouclée. Nous sommes au terme de notre entretien. À ma montre, il est 16h10. Merci à vous, merci à tous les deux d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour prendre part à ce panel dans le cadre de ce café juridique sur le thème comment assurer la négociation dans le respect de l'éthique. Les questions qui ont été évoquées tournaient essentiellement autour des différentes techniques qui peuvent être utilisées pour mener une négociation de manière satisfaisante. Nous espérons qu'à partir des éléments d'éclairage les éléments d'éclairage que vous avez bien voulu fournir aux différentes préoccupations qui ont été évoquées seront utiles aux personnes qui vont écouter cette rencontre. Et nous espérons également pouvoir nous retrouver avec vous dans le cadre d'autres panels tout au long de cette année, et pas forcément toujours pour parler de la négociation, mais autour d'autres problématiques ou alors d'autres thématiques. Merci Yvan pour l'initiative et merci Mathieu pour l'échange, c'était très intéressant. Mais pareil, merci, c'était très sympa. Merci et bonne fin de journée à tous les deux. Au revoir.